Seigneur, chers internautes, amis téléspectateurs, nous vous disons merci. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement à cette émission que vous aimez tant, cette émission Parole de vérité, cette émission que nous appelons l'émission de la vérité. Nous vous disons vraiment merci du fait que vous êtes encore une fois là pour pouvoir nous témoigner de votre fidélité, de votre amour et de votre sympathie. Vraiment qu'il plaise à notre Seigneur Jésus-Christ de vous bénir si richement, partout là où vous êtes, partout là où vous nous suivez. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous disons également merci à tous ceux qui nous ont appelés. Il y a eu des gens qui ont pris bon soin de nous appeler sur WhatsApp à partir de ce numéro qui est affiché sur votre petit écran. Il y en a qui nous ont appelés, il y en a qui nous ont déposé des messages sur WhatsApp, d'autres qui nous ont déposé des messages sur Internet, d'autres qui nous ont envoyé des CMS, certains nous ont carrément appelés en live, en direct, pour pouvoir nous suggérer certaines choses relatives à cette émission. Sur ce, vraiment, nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse richement, tendrement. Fidèle à sa mission, nous l'avons toujours dit, cette émission, c'est une émission de tout le monde, si on peut dire ainsi. C'est une émission à travers laquelle nous avons l'habitude de recevoir des éminents invités pour pouvoir écouter aussi comment ils pensent, comment ils raisonnent, comment ils réfléchissent autour de certains points. Aujourd'hui, nous allons parler de coronavirus, communément appelé Covid-19. Certains vont plus loin jusqu'à l'appeler C19, C19, comme pour dire Corona-19 ou Coronavirus 19. Alors, les leçons, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette pandémie qui a troublé vraiment, si vous voulez dire, toute la planète. Sur ce, je ne suis pas seul dans le cas de cette émission. J'ai reçu pour vous 3 invités de marque. Ils vont pouvoir se présenter. Je vais commencer avec celui qui est à ma gauche. Il va pouvoir se présenter. Vous pouvez présenter. Merci, bonjour. Moi, je suis William Bouyamba Kalombay. Je suis professeur en sciences de gestion et je suis expert comptable et secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes aussi chrétien, serviteur de Dieu. Tout à fait. Ça, c'est encore une casquette que vous aurez pu oublier. Vous êtes serviteur de Dieu aussi, tout à fait. Bien que vous êtes un homme de la science. Alors, en face de moi, il y a une invitée. Il va pouvoir également se présenter. Moi, c'est mon nom. Je réponds au nom de Josette Chagé. Je suis professeur à l'université de Kinshasa, anthropologue. Mais j'ai enseigné également à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université Senghor d'Alexandrie. Merci, je suis heureux. Et le troisième invité, il va pouvoir se présenter. Il est médecin. Lui, il est ensemble avec nous, mais il est à partir de Bruxelles. Il va pouvoir se présenter. Mes salutations à la population congolaise, à Papa Walesa et Papa Para Walesa. Moi, je suis docteur Roland Vermeer. Je suis le médecin-chef de Eurocontrol, l'organisation européenne pour la sécurité dans l'air. Ça veut dire le contrôle trafic aérien. Et l'ancien président de l'association scientifique pour médecine d'aviation et d'espace de l'Europe et de l'Amérique. Et aujourd'hui, il m'est demandé de vous répondre quelques questions concernant ce Covid-19. Merci beaucoup. Je pense que vous avez pu découvrir que nous avons invité pour vous des hommes dignes d'être reçus, d'être invités pour pouvoir débattre ensemble avec nous autour de ces sujets aussi importants, à savoir les coronavirus. Quelles leçons, je dis, tirer de cette grande pandémie. Alors, professeur, si je peux vous appeler ainsi, je voudrais dans un premier temps que nous puissions
avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet, que nous puissions savoir, est-ce que cette maladie a-t-elle eu le temps de vous attaquer, vous, personnellement? Vous êtes là? Ou bien vous avez suivi chez les autres? Parce que je ne sais pas, on peut être là en train de parler, bon, peut-être vous avez vécu cette maladie, vous avez été atteint, ou si pas, même si vous avez eu des amis aussi qui étaient atteints, vous avez vu ce que ça fait. Bien, par rapport à moi-même, je ne suis pas médecin, mais il y a quand même des symptômes. Là, il faut dire que ici, en Afrique, nous nous sommes peut-être réveillés un peu plus tard, mais sinon, depuis l'année 2019, c'était l'année passée, déjà vers le mois de décembre, il y avait une sorte de fièvre qui attaquait beaucoup de gens, accompagnée de tout. Et moi-même, à l'époque là, j'avais fait aussi des fièvres comme ça. Moi, je pensais plus à la malaria, mais bon, c'était quand même une malaria assez particulière qui avait persisté, malgré que j'avais pris des antipaludéens, mais j'avais trouvé qu'il y avait une certaine résistance. Est-ce qu'il s'agissait de corona? Point d'interrogation. Madame? Je vais abonder dans le même sens que ce que le professeur vient de dire. Vers la fin de l'année dernière, on a connu quand même des collègues, des amis et même des membres de la famille qui ont souffert d'une grippe assez forte et assez spéciale parce que il n'y avait pas que la toux, il y avait les courbatures et les personnes, moi j'ai connu même des personnes qui sont restées au lit. Alors, quand par la suite, nous avons entendu parler de ce Covid-19 et que nous avons suivi à travers les médias ce qui se passait en Chine et en Europe, on a commencé à se poser la question de savoir si ce n'était pas cela qui nous était arrivé, nous, à France. Merci beaucoup, maître. Nous allons retourner du côté de la Belgique où se trouve le docteur Roland. Lui, il va pouvoir nous expliquer vraiment les origines de cette pandémie. Docteur, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu, d'une manière concise, les origines de cette pandémie en tant que médecin? La question était, est-ce qu'on connaît avec certitude l'origine de ce virus? Et la réponse est certainement non. On ne le connaît pas. Ce qu'on sait, que ce n'est pas de provenance d'un labo fait par l'être humain, parce que ça, on sait de la séquence génétique du virus. Donc, c'est un virus qui probablement de chauve-souris a infecté un homme quelque part dans la province de Wuhan, en Chine, et c'était probablement déjà en l'automne 2019. Ce n'est pas le premier virus de la groupe des corona qui fait cet échangement entre des bêtes et l'être humain. Probablement, ça date déjà du Moyen-Âge que ces coronavirus le font. On connaît encore récemment l'infection avec un autre virus, du MERS, qui était en Saudi-Arabie, qui était par des dromadaires. Et on était aussi connu ça avec le SARS, encore avant, qui était venu aussi avec une petite bête qui était en contact avec l'être humain. Donc c'est rien de nouveau. Il y a dans l'histoire régulièrement des coronavirus qui font le saut d'un animal vers l'être humain. Merci beaucoup. Il n'y a pas que les origines scientifiques, il y a aussi les origines spirituelles. Donc là maintenant, le pasteur Walesa, lui, il a dit, Dieu l'a révélé, les origines. Au moment où beaucoup de gens sont en train de se poser des questions, comme venons de suivre le docteur Roland à partir de la Belgique, il dit, on ne connaît pas les origines. Mais le pasteur Walesa, lui, il dit, il connaît les origines.
Mais avant que nous puissions encore aller plus loin, suivons d'abord ce que dit le pasteur Walesa autour de cette pandémie. Lui, il est en train de nous expliquer les origines et qu'est-ce qui se passe, pourquoi une telle pandémie dans le monde. Signe de repentance devant Dieu. Pour que Dieu observe notre humilité. Parce qu'il sait pourquoi il nous a suscité. Nous sommes là pour prier pour les gens. Nous sommes des intercesseurs. La manière dont nous avons prié, nous avons beaucoup pleuré devant Dieu. Mais ce qui étonne est que Dieu nous révèle qu'il a un procès contre tout le monde entier. Dieu a dit que j'ai un procès contre le monde entier. Parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de miséricorde. C'est surtout le mensonge dans le monde entier. Nous prions disant que Dieu, nous ne pouvons pas procès. Parce que puisque dans un procès, qui pourra l'emporter? Nous aurons quel avocat pour comparaître avec toi? Quand toi tu amènes quelqu'un devant le procès, c'est pour le condamner. Nous sommes des pécheurs. Mais la chose grave pour laquelle nous sommes là pour prier, nous voulons refuser ce procès contre Dieu. Tout dans l'humilité et en pleurant devant Dieu. De façon que Dieu puisse nous épargner de ces procès. Dieu nous a dit qu'il y a beaucoup de péchés dans le monde. Les gens ne reconnaissent plus l'existence de Dieu. La connaissance de Dieu n'est plus. Les gens pêchent dans le monde entier. Les soi-disant serviteurs de Dieu commettent des péchés dans des églises. Ils oublient l'existence de Dieu. Ceux qui ont d'argent, ceux qui sont élevés en dignité, ils ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Ils se confient en leur propre sagesse, en leur propre moyen. Beaucoup de blancs ne prient même pas. Parce qu'ils mangent bien, ils sont dans de bonnes conditions. Le péché a surabondé dans le monde entier. Dieu m'a donné le verset. Dans Osée chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3. Du premier au troisième verset. Là, c'est l'exactitude. À partir des messages que Dieu me donne. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Verset 1 jusqu'à 3. Du premier au troisième verset. Troisième verset, on a paragraphe à liboso. Nous lisons Osée chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 3. Écoutez la parole de l'Éternel, vous habitants de la terre, car l'Éternel a un procès avec tous les habitants de la terre. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans toute la terre. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Le verset 3. C'est pourquoi toute la terre sera dans les deuils. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Nous venons de suivre là les dires de l'homme de Dieu, le révérend Claude Kaboulouelessa. Toute la terre sera dans les deuils. Donc lui au moins, spirituellement, il a expliqué les origines de cette pandémie comme un procès entre Dieu et les hommes de la terre. Je ne sais pas, madame, vous êtes professeur, vous êtes scientiste, mais vous êtes aussi chrétienne. Je ne sais pas comment vous conciliez les deux points de vue. Nous avons suivi le docteur Roland qui a expliqué les origines scientifiques et puis selon des recherches de cette pandémie. Nous avons également suivi le pasteur Walesa, lui qui précise les origines. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je peux dire vraiment sans hésiter que les deux se rejoignent.
Les deux se rejoignent. Les deux se rejoignent. Parce que, vous savez, nous sommes des êtres humains. Un être humain, c'est physique, mais c'est spirituel aussi. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou non croyant. Et un être humain physique, et là je peux réagir en tant qu'anthropologue, nous avons vu que dans l'histoire de l'être humain, il y a la théorie des chrétiens, de ceux qui croient, qui établit que c'est Dieu qui a créé l'homme. À côté, depuis des millénaires, il y a la théorie aussi des évolutionnistes qui prétendent qu'à un certain moment, il y a eu de l'eau, presque comme une explosion, et puis la vie est sortie de là. À commencer par des invertébrés, et puis il y a eu développement, on est passé aux grands singes, et puis aux hominidés. Et même au niveau des hominidés, il y a eu une évolution. Donc, mais si vous allez, on ne va pas au cours de cette séance aller en profondeur, mais quand on va en profondeur, on se rend compte que les deux se rejoignent. Et quand les deux se rejoignent, l'homme est là, mais il y a des moments où l'homme a besoin de autre chose qui lui donne plus la force de résister. Et nous l'avons vu lors des différentes émissions que nous avons vues à la télévision. Je prends un exemple que j'ai vu sur la télévision italienne, alors qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas de respirateurs dans un hôpital. Il y avait un jeune à côté d'un prêtre catholique. Mais il n'y avait plus de respirateur pour ce jeune qui était là. Mais le prêtre a demandé qu'on lui enlève, lui, son respirateur et qu'on donne au jeune qui a besoin de continuer à vivre. Vous voyez déjà ce côté humain. C'est un côté, ça se rejoint. Pourquoi ce prêtre a fait ça? C'est parce qu'il a le côté spirituel et qu'il croit qu'après la vie sur terre, il y a quand même une vie. Il y a une autre vie, professeur Mouyama, je ne sais pas comment on pouvait dire aussi ces deux positions, ça se rejoint, elle a dit ça se rejoint, puisque l'homme, au fond, l'homme a aussi le côté spirituel. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec ça. Au fait, je crois que... N'oublions pas que les pasteurs est en train de dire le mal. Tout à fait, j'avais... Voilà. La source du péché, en fait, la source de toute maladie, c'est le péché. Et tout part du péché originel. La rébellion de l'homme. La rébellion de l'homme. C'est ce qui entraîne les maladies. Évidemment, sur le plan scientifique, un médecin va expliquer par rapport aux microbes, etc. Mais si vous regardez très bien, c'est un esprit. Dans les domaines, si vous regardez dans les dimensions que nous avons, il y a comme Madame l'a dit, le physique. Mais lorsque vous allez dans les spirituels, dans ces mondes spirituels, vous allez voir des êtres spirituels. Donc ces maladies-là, ce sont des démons que les diables lâchent. Mais pour que les diables lâchent ces démons, il faut que Dieu donne l'autorisation, parce que la Bible dit, il n'arrive pas un malheur sur la terre sans que Dieu soit l'auteur. Donc, ce que le pasteur a dit, c'est une réalité. Nous sommes en train de voir la rébellion de l'homme aujourd'hui. Ouais. Nous pouvons voir, par exemple, ce cas des homosexuels. Cette histoire où vous trouvez des hommes qui se marient entre eux, des femmes qui se marient entre elles, ou même des mariages avec les animaux. Et ça, c'est de l'abomination. Ce genre de choses, je ne pense pas que vous allez dire Dieu peut accepter les créateurs de l'univers, les créateurs de ce monde,
peut rester silencieux et dire non, j'applaudis, j'accepte ce genre de choses. Je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose. Tout à fait, c'est exactement ça. Parce que même dans la Bible, je crois, si j'ai bonne souvenance dans Luc, il dit que les choses qui se sont passées au temps de Noé, ces choses-là, se passeront au temps des fils de l'homme, c'est-à-dire à la fin du monde. Il y a eu l'homosexualité à l'époque de Noé. Donc c'est déjà un indice qui montre à suffisance que nous tendons effectivement vers la fin. Vous voyez? Donc les hommes vont déborder et avec cette déviation là-bas, Dieu va frapper. Dieu va frapper. Il a promis. Madame, vous avez quelque chose à dire aussi là-dessus? Oui, moi j'ajouterais en tant qu'anthropologue, j'ajouterais ceci. Ceux qui prennent des tendances, si je dirais c'est leur tendance, hein, on le respecte quand même. Mais est-ce qu'ils prennent le temps d'examiner les animaux? Cette déviation-là, vous ne trouvez pas ça chez les animaux. On ne trouve pas ça chez les animaux. Donc vous avez dit cette déviation humaine des hommes vers les animaux, mais vous ne trouverez pas ça des animaux vers les hommes. Non, non. Chez les animaux entre eux. Vous n'avez pas un singe qui va prendre une girafe. Vous n'allez pas avoir un crocodile qui va prendre un hippopotame. Les types se respectent. Chaque espèce se respecte. Et c'est ainsi que, même sur le plan scientifique, ça se vérifie, c'est ainsi que ce type-là continue à évoluer et à vivre. Si vous arrivez à des croisements, vous n'allez plus avoir la descendance. Ça s'arrête. Oui. Donc il faut que le type soit du même type et qu'il se respecte sur le plan génétique, alors vous avez la descendance. Merci beaucoup. Les types doivent se respecter, les espèces doivent se respecter. Nous allons aussi écouter comment réfléchit docteur Roland, qui est en Belgique, ensemble avec nous. Docteur, nous voulons savoir aussi quelles sont vos impressions là-dessus. Le pasteur dit que la rébellion de l'homme, vous avez dit que les origines aussi sont de multiples origines, mais quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous dites vous aussi à partir de ce que le pasteur a dit sur les origines de cette pandémie, à savoir le coronavirus? Est-ce que le péché aussi, la rébellion de l'homme sur la nature peut jouer quelque chose? Docteur. Je dois dire, je ne suis pas un spécialiste dans ça. Je suis médecin, je ne suis pas pasteur. Donc ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais ce que je tire comme leçon de cette infection, est-ce que l'être humain devrait être humble dans notre monde. L'homme est seulement une partie de la nature. Et on ne traite pas la nature avec assez de respect en général. Notre utilisation de la terre des animaux n'est pas toujours d'une façon éthique. Et donc la leçon, c'est un appel à organiser notre société différemment et en utilisant les sources de la nature et les animaux avec plus de respect. Parce que sinon, la nature se venge, ce qui est peut-être en train de se faire. La nature se venge. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Parole de Vérité. L'émission Parole de Vérité, c'est votre émission, c'est notre émission. C'est une émission qui passe sur la chaîne Show TV et qui est suivie presque partout en RDC, même au niveau du Congo, Brazzaville et en Angola. Et aussi sur YouTube, vous entrez sur YouTube, vous tapez Kabundualesa émission Parole de Vérité. Vous aurez le temps de retrouver nos différentes émissions qui, sincèrement, je le crois, auront le temps de vous réconforter. Je retourne du côté de vous, professeur Willy. Aujourd'hui, les conséquences sont-elles énormes? Les pertes, d'abord sur le plan professionnel, quelles sont les conséquences de cette pandémie aujourd'hui? Merci.
Les conséquences sont bel et bien énormes. Je pars sur le plan économique. Sur le plan tout d'abord international, vous avez certainement suivi que le Fonds monétaire a publié une étude qui estime la perte du PIB autour de 3% pour PIB mondial, autour de 3%. Là, c'est sur le plan international. Mais je voulais m'appesantir plutôt sur le plan national, dans notre pays par exemple. Et là, je vais parler tout d'abord sur le plan macroéconomique, avant de toucher les entreprises. Sur le plan macroéconomique, ce qu'il y a, s'il faut expliquer ça sur le plan économique, on peut partir de l'offre et de la demande. Parce qu'il y a un choc qui s'est créé, un double choc, je dirais, parce que c'est non seulement au niveau de l'offre qui a choc, parce que les entreprises ne travaillent pas, ne produisent pas avec le confinement. Il y a ralentissement de l'activité économique. Et ça entraîne une réduction de la production. Et cette réduction de la production, là je suis au niveau de l'offre, a des conséquences non seulement au niveau de l'entité qui produit moins, même au niveau des finances publiques. Parce que ces entités-là qui produisent, c'est en vue de réaliser un bénéfice, parce que les impôts sont tirés de là. Mais lorsque ces entités ne produisent pas, ça freine ces impôts. C'est toute une économie. Toute économie qui s'écroule. Donc les recettes fiscales déjà sont mises à mal. Alors, l'État travaille avec le budget. Et dans le budget de l'État, vous avez les recettes et les dépenses. Déjà, lorsque les recettes sont mises à mal, par exemple, que j'ai donné, mais dans l'entretemps, à cause toujours de cette même crise, il y a des dépenses qui, elles, augmentent. Naturellement, par exemple, les dépenses liées à la santé. Vous comprenez que l'État doit mettre en place une politique pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Ça demande des dépenses supplémentaires au niveau du budget de l'État. Donc vous comprenez déjà qu'à ce niveau-là, au niveau des finances publiques, il y a ces chocs-là, les dépenses qui galopent alors que les recettes qui s'amenuisent. Alors, il y a aussi une inflation qui s'est créée. Une inflation qui s'est créée, pourquoi? Parce qu'il y a déjà un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'offre diminue parce que les gens ne travaillent pas assez. Et ces mêmes personnes qui ne travaillent pas assez, ils n'ont plus de revenus pour pouvoir acquérir la production qui est offerte, qui est en baisse. Vous comprenez? Ça, c'est à ce niveau-là. Et on peut même continuer plus loin. Aujourd'hui, si vous regardez même les commerçants ambulants, les indigents qui sont là, qui de temps en temps passent par exemple dans la commune de la Gombe là-bas pour faire un petit commerce dans l'informel. Avec ce confinement là-bas, vous comprenez que les revenus sont bloqués. Alors, au niveau des entreprises, il y a encore un problème. Parce que dans l'entreprise, il y a ce que nous appelons des charges variables et des charges fixes. Mais ces charges-là engagées par l'entité sont couvertes par l'activité, par les chiffres d'affaires. Mais ces chiffres d'affaires qui ne viennent plus parce qu'il y a confinement, mais il y a des charges variables que l'entité est censée couvrir. Je donne un exemple. Prenons les Indiens qui sont en ville là-bas. Ils louent des maisons. Ils doivent payer les loyers. Mais ils ne diront pas et même payer les personnels. Même payer les personnels. Avec les personnels, on peut voir avec ce qui se passe. Vous comprenez qu'on peut réduire certaines charges parce que avec les salaires, quand même les payer, un minimum à payer. N'est-ce pas? Donc ce sont des charges fixes. Les loyers, ce sont des charges fixes. Vous n'allez pas dire aux gens, aux bailleurs, voilà, à cause du confinement, je ne veux pas vous payer les loyers. Non, vous n'allez pas le faire.
Vous comprenez? Donc là déjà, ça met aussi en mal ces entités-là. Donc ça c'est sur le plan économique. Mais sur le plan social, vous l'avez vu, avec notamment la fermeture des écoles, c'est l'oisiveté, les gens sont à la maison, à l'université c'est la même chose. Et donc il faut dire que les conséquences sont énormes. Madame, sur le plan académique, vous êtes professeur à l'université de Kinshasa. Sur le plan académique, y a-t-il des catastrophes là-bas? Les conséquences sont vraiment énormes. Pouvons-nous savoir qu'est-ce que vous vivez là-bas? Moi, je souhaiterais, et je pense que c'est le souhait de tous les Congolais, que Covid là s'arrête. Vraiment. Il faut peut-être revenir à ce que le pasteur Wallace vient de dire. Il faut supplier celui qui nous a mis sur cette terre pour qu'il nous retire cette maladie. Parce que je peux dire qu'au niveau de l'université, je ne parle que de l'université de Kinshasa, c'est déjà une catastrophe. Rien qu'en sciences économiques, au moins 7 profs et des grands professeurs. Il faudra combien d'années pour les remplacer? Qui sont morts? Oui. Il faudra combien d'années pour les remplacer? Des grands professeurs. Des grands professeurs. Combien d'années pour les remplacer? Il faut la formation, il faut l'expertise, il faut l'assurance qu'ils ont dans chaque... et l'expérience qu'ils ont dans chacun dans leur domaine. Je pense que cette pandémie, il faut que par ce passage de cette pandémie, qu'on arrive à réfléchir sur le lendemain. On va y arriver. Oui. Nous voulons d'abord aller encore plus loin sur les catastrophes au niveau académique. Par exemple, c'est près de 2 ou 3 mois de confinement. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de cours, Est-ce que ça peut avoir des impacts sur les étudiants, par exemple? Bien sûr que ça a un impact sur les étudiants, non seulement sur les étudiants, mais sur les professeurs aussi. Parce que quand nous sommes à l'université, il n'y a pas que le cours que nous allons donner. Il y a les réflexions que nous avons souvent au niveau de chaque faculté. Et même des recherches. Il y a les recherches que nous accompagnons. Il y a des conférences qui sont là. Donc ce sont les occasions pour nous permettre de nous ouvrir entre nous, de publier et de passer le message à travers nos publications. Donc 3 mois déjà pour un enseignant, c'est beaucoup. 3 mois déjà pour un enseignant, c'est beaucoup. Et même pour un étudiant aussi, c'est beaucoup. Alors pour un étudiant, je crois que c'est encore plus grave parce qu'ils n'ont pas eu accès à leur formation. Ceux qui sont à la fin d'un cycle sont un peu perdus, ils n'ont pas l'occasion de voir régulièrement les professeurs qui les encadrent pour préparer leurs travaux de fin de cycle ou bien leurs travaux de mémoire. Ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes, c'est vrai. Nous allons voir, il y a des gens qui disent que, pas des gens, bon c'est une réalité, nous l'avons vécu. Cette pandémie a beaucoup plus fait des dégâts, plus des dégâts mortels, voulais-je dire, vraiment paix à toutes ces âmes qui nous ont quittés. Et beaucoup de gens sont beaucoup plus morts en Europe, aux États-Unis, un peu partout, plus qu'en Afrique. Alors, nous avons essayé de demander, nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ce phénomène? Mais avant que nous puissions aller plus loin à cela, retournons un peu du côté de la Belgique, là où se trouve le docteur Roland. Je rappelle qu'il est docteur, qu'il est médecin, mais il est ensemble avec nous dans le cadre de cette émission. Alors docteur, nous voulions un peu savoir si vous pouvez nous expliquer ce phénomène, beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus de morts en Europe, aux États-Unis, en Amérique, un peu partout là-bas, plus qu'en Afrique. Est-ce qu'il y a un sens, il y a quelque chose qu'on peut expliquer cela? Comment pouvez-vous expliquer ce phénomène? Pourquoi est-ce qu'il y a cette grande différence
entre le nombre des infections et des morts entre l'Ouest, l'Europe et l'Afrique. Je n'ai pas pour le moment une réponse claire à cette question. On espère avec les médecins en Europe que ce n'est pas une pandémie un peu cachée en Afrique, où il y a beaucoup plus de contamination et peut-être des morts qu'on sait. Parce qu'il n'est pas partout en Afrique, le système médical est assez compétent pour faire accès à des tests pour voir qui a vraiment le coronavirus et qui ne l'a pas. Donc peut-être il y a des cas de corona qui sont diagnostiqués comme quelque chose d'autre, mais qui existent quand même. Ça était aussi avec des autres infections dans le passé où on pensait que c'était des grippes, mais après, on a donc vu que c'était en réalité des maladies d'un autre type de corona. Une autre explication peut-être que le virus, puisque c'est un virus RNA qui est hautement instable, le virus fait des mutations constantes. Maintenant, en Belgique, on a à peu près 120 différentes sortes qui ne sont pas très différentes, mais il y a des petites différences entre le même coronavirus. Et donc, on sait que le coronavirus original de Wuhan était un type A, mais ce qui est venu en Europe, c'était déjà type B ou C. Et donc, ça, c'était beaucoup plus dangereux pour les Blancs, pour la population européenne, que la version originale. Donc peut-être qu'il y a une petite différence dans le génome des Africains qui les fait pour le moment moins susceptibles à avoir ce coronavirus. Mais c'est juste une hypothèse. Et naturellement, il faut tenir compte aussi du fait que le coronavirus attaque surtout des êtres adultes et des personnes vieilles, tandis que la population africaine est en général beaucoup plus jeune que la population européenne. Ça va certainement aussi jouer un rôle, en sachant que c'est des personnes jeunes ou des enfants, l'infection se fait souvent sans aucun symptôme. Donc on ne le sait même pas. Et eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont eu le corona. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes vraiment heureux de découvrir, d'être avec vous et de tous ces éclairages que vous ne cessez de nous apporter. Madame la professeure, je voudrais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour prévenir ce genre de catastrophes? Parce qu'on va laisser les bras croisés à pleurnicher, à dire non, voilà, il y a ceci, on ne sait pas où attendre toujours les États-Unis, avoir les yeux tournés vers l'Europe ou quelque chose comme ça. Pouvons-nous faire quelque chose? Qu'est-ce que vous nous proposez, vous, en tant que scientifique, en tant que les hommes de la science? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez dire autour de cette main? Pouvons-nous rester les bras croisés? Non, mais bien sûr, il faut qu'on réagisse. Comment? Il faut qu'on réagisse. Comment? Comment on doit réagir? Vous savez, je vais commencer par une petite histoire, là, mais que la majorité des Congolais connaissent. On nous a dit, c'est historique, qu'au 14e, 15e siècle, quand les Portugais, qui étaient les maîtres dans la navigation, ont découvert l'embouchure du Congo, Diogokao, et qu'ils ont été en contact avec le roi du Congo, c'était de bonnes relations au départ. Très bonnes relations. Mais par la suite, le roi du Congo s'est rendu compte que les gens là avec lesquels il entretenait de bonnes relations venaient pour acheter des personnes de son royaume, parce qu'entre-temps, les Portugais avaient découvert le Brésil. Et au Brésil, la main-d'œuvre qui était là, les Indiens d'origine,
c'était des gens qui étaient un peu minces, pas très forts. Or, pour eux, ils avaient déjà étudié qu'au Brésil, on pouvait faire des plantations, on pouvait avoir une agriculture, l'élevage. Et pour cela, ils avaient besoin de la main forte. Ils ont fait les liens. Donc la réflexion, on va chercher les populations des esclaves au Congo, on va les amener au Brésil. C'est ainsi qu'il y a eu tous ces phénomènes de traite qui sont allés. C'est parti d'une réflexion qui a été organisée et qui est arrivée, on peut le déduire, à développer l'Occident de ce moment-là. Parce que c'est les richesses qui provenaient des plantations de café, de canne à sucre, tout ça, qui ont amélioré les conditions en Europe. Donc, la réflexion est à la base de tout. Donc, autrement dit, nous devons réfléchir. Réfléchir. Là-dessus, la Bible dit aussi, dans les jours de bonheur, réjouis-toi. Mais dans les jours de malheur, réfléchis. Voilà. Mais je demande voir les gens, dans les jours de malheur, ils commencent à pleurer. Donc vous, si je comprends, vous dites que nous ne devons pas pleurnicher, nous ne devons pas continuer à pleurer. Mais nous devons réfléchir. Mais vous vous rendez compte? Oui. Il faut se servir de ce que le roi du Congo avait fait. Oui. Dans les documents que j'ai lus, le roi du Congo, le nom c'était Zingankouf, je pense. Allez-y. Oui. Puisque les gens peuvent penser que c'était Léopoldé. Non. À cette époque-là, ce n'était pas encore Léopoldé n'était pas encore là, à ce moment-là, au XVe siècle. Il n'était même pas encore né. Oui. Je crois qu'il faut réfléchir et organiser tout cela. Comment on va faire? Le roi du Congo, à ce moment-là, est-ce qu'il savait écrire? Il ne savait pas écrire. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus avec ses collaborateurs qu'il a eus. Dans les documents que moi j'ai pu lire, on dit même qu'il a envoyé une lettre écrite en portugais au roi du Portugal, João I, en ce moment. Ça prouve que quand on est dans une situation difficile, il faut réfléchir. Il faut trouver des solutions et organiser cela. Et il l'a fait. Il l'a fait. C'est ainsi que ça a diminué un tout petit peu, même si ils ont tourné, ils se sont tournés vers le lac Maïndombe et l'Équateur, parce que là-bas, les gens qui venaient de là étaient encore plus forts et plus robustes. Merci beaucoup, professeur Willy Muyamba. Je ne sais pas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pouvons-nous continuer à pleurer ou nous pouvons aussi réfléchir comme Madame la professeure vient de dire? Oui, je soutiens Madame totalement, parce qu'il y a même un adage qui dit « Ne vous contentez pas de ce qu'on vous a fait, mais contentez-vous plutôt de ce que vous avez fait, de ce qu'on vous a fait. » Donc, vous devez réfléchir. Reprenez, contentez-vous. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous a fait, mais contentez-vous plutôt de ce que vous avez fait, de ce qu'on vous a fait. Et donc, on ne doit pas rester là à pleurer, non. On doit réfléchir. Et pour le cas qui est sur la table, ailleurs, c'est vrai que nous n'avons pas le même niveau de résilience, de résistance contre les chocs, n'est-ce pas? Mais on doit quand même faire quelque chose. Vous avez vu, déjà, avec le gouvernement en place chez nous, il y a eu quand même des efforts faits, fournis. N'est-ce pas? Vous avez vu, vous connaissez, que l'hyper, on a stoppé. On a suspendu. On a suspendu les paiements ou, je voulais dire, la déduction, n'est-ce pas? Des hyper. Ça, c'est ce qu'on a fait. Parce que la solution sur le plan économique, à court terme, nous ne pouvons rien faire sur l'offre. Vous voyez? Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de stimuler la demande. C'est comme ça que vous verrez aux États-Unis, par exemple, ce que Trump a fait. Il a donné à chaque Américain $1 200. 1 200 à chaque. Mais nous n'avons pas ces moyens-là pour pouvoir les faire. Donc, je crois qu'on doit réfléchir, faire tel qu'on a déjà fait là-bas. On a suspendu la rétention des hyper. À un certain moment, on avait même demandé de ne plus payer la facture de la régie des eaux, SNEL, etc.
c'est dans ce sens-là, ce sont là des solutions. Mais il est vrai que Madame la professeure, dans les jours à venir, on pourra parler d'un nouvel ordre mondial après ces passages économiques. Donc, suffisamment, beaucoup de gens seront instruits de cette pandémie pour pouvoir faire quelque chose. Pouvons-nous imaginer un jour un nouvel ordre mondial à l'issue de cette pandémie? C'est possible? Moi, je pense que c'est essentiel. Cette pandémie doit nous servir de leçon pour que nous comprenions ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense, et c'est ce qui va arriver, dans les siècles à venir, l'Afrique ne sera pas continuellement en attente de recevoir de la Banque mondiale, de l'Europe, de l'Union européenne, etc. Il faut que l'Afrique se réveille. Parce que dans les études qui sont faites, si vous attendez à un certain moment, ceux qui doivent vous aider ne seront plus en mesure de le faire comme ce qui arrive là maintenant. Ils ne seront plus en mesure de vous envoyer des aspirateurs, oui, puisque même ils en ont... On a vu, l'Europe est en difficulté. Ils vont résoudre leurs problèmes européens. Ils sont arrivés à décider de soutenir l'Italie. Ils vont d'abord résoudre les problèmes européens avant de venir en Afrique. Donc il faut que l'Afrique se réveille et se dise, demain, ce n'est pas ceux-là qui vont nous aider. Il faut que nous-mêmes, on soit en mesure de se prendre en charge. Et vous savez que même sur le plan génétique, c'est prévu. Dans les siècles à venir, l'homme va continuer à évoluer. Mais l'évolution de l'homme ne sera plus essentiellement une évolution physique, basée sur la capacité crânienne. Ça sera une évolution culturelle. Et l'évolution culturelle, qu'est-ce qu'on entend par évolution culturelle? C'est que face à la pandémie, que ces gens-là soient en mesure de se prendre en charge. Comme ça, ils vont résister, ils vont tenir. Face à Ebola, que les gens-là se prennent en charge. Sinon, c'est Ebola et c'est Corona qui va les détruire complètement. Et on l'a vu sur le plan historique. L'homme de Néandertal a disparu. C'est l'Homo sapiens qui était culturellement adapté à l'environnement, qui s'est développé et qui est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Il s'est développé et nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Professeur Willy, aujourd'hui les scientifiques congolais peuvent-ils parler un même langage, se retrouver ensemble, mener des recherches ensemble pour pouvoir apporter un nouvel ordre au niveau de notre pays? Oui, je crois qu'il y a nécessité de pouvoir les faire. Il y a nécessité de pouvoir les faire, comme Madame venait de le préciser. Parce que là, moi, je me suis posé même la question, chaque fois qu'il y a des découvertes en matière de médicaments, je ne vois pas cet empressement-là en Europe par rapport aux découvertes faites en Afrique. Vous connaissez le cas de Madagascar. Mais ces produits-là, finalement, ne sont pas testés en Europe. Pourquoi? Je me suis toujours posé la question. Donc, moi, je pense qu'il est temps que les Congolais puissent se réveiller, ou l'Africain d'une manière globale, pour pouvoir se prendre en charge. Il ne faut pas attendre, quémander, bénéficier des aides. Est-ce qu'il y a, nous avons des hommes au Congo? Bien entendu. Des hommes capables. Bien sûr, nous avons des professeurs. Donc vous appuyez aussi cela? Absolument, j'appuie et puis j'insiste sur le fait que les hommes valables, il y en a. Et ceux qui n'ont pas pu trouver les instruments des laboratoires pour continuer à faire les recherches sont partis ailleurs. Mais ils sont partis avec le développerie. On est en train de sélectionner. Vous voyez, c'est le pays. Ils sont partis aussi parce qu'ils n'avaient pas des éléments pour s'épanouir et continuer à se développer. Ok, nous sommes en train d'arriver vers la fin de cette émission. Malheureusement, vraiment une émission assez importante. Mais retournons du côté de la Belgique où se trouve le docteur Roland. Docteur, quels conseils, quels sont les messages
que vous pouvez envoyer ou dire à tous ceux qui sont en train de vous suivre relatif à cette maladie, quel comportement ou quel message adopter, puisque nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission? Est-ce que j'avais des conseils pratiques à donner? J'en ai quelques qui sont généraux pour toutes les populations au monde. La première est, si vous vous sentez malade, ne sortez pas parce que vous allez infecter des autres personnes. Ça peut être un tout, ça peut être un peu de température, ça peut être mal de gorge, mais même ça peut être des indigestions, des problèmes de l'estomac. Donc, quand vous êtes malade, restez à la maison, n'infectez pas les autres. Très, très important. Le deuxième conseil, c'est de rester le plus possible dans une bulle de personnes. Ça veut donc dire limiter le contact avec beaucoup de différentes personnes, de groupes de personnes. Donc ça veut aussi dire qu'il faut faire gaffe aux grands événements où on sait que comme en Corée du Sud, mais aussi en France, il y a eu des groupes d'infection après des messes, parce que les gens étaient beaucoup trop proches l'un de l'autre. Et ça, c'est un danger. Le troisième conseil, c'est un peu dans le suivi de ce que je viens de dire, c'est important de tenir une distance avec des personnes hors de votre famille proche avec lesquelles vous vivez. Ça, c'est pas possible, mais avec les autres, de tenir une distance de 1,5 m à 2 mètres des autres personnes. Parce que le moyen principal de propagation de cette infection, c'est par la bouche, l'exhalation, quand on tousse, quand on respire même quand on parle. Ça, c'est le principal moyen, le vecteur de la transmission. Il y a aussi une possibilité que ça se propage via contact avec des surfaces où il y a du virus, mais ça, c'est moins important. C'est même pas vraiment encore prouvé, mais il y a une probabilité que c'est possible. Mais surtout, c'est ne pas entrer avec les expirations de tout d'autres personnes. Donc la distance, 1,5 m à 2 mètres. Après le 2 mètres, la concentration de particules de virus sera beaucoup moins. Ça veut aussi dire que une quatrième conseil, c'est d'être plus strict avec l'hygiène, surtout l'hygiène des mains, surtout avant que vous allez toucher votre bouche et votre nez ou vos yeux, parce que c'est via cet contact que le virus peut se propager à l'intérieur de votre corps. Donc, il faut laver fréquemment les mains avec du savon avant que vous sortez, mais certainement quand vous rentrez ou quand vous avez quelque part ailleurs la possibilité de laver les mains avec le savon. Très important. Le savon est suffisant. On peut utiliser des produits désinfectants, surtout l'alcool gel, mais avec le savon et l'eau, on va frotter ses mains et donc on va même enlever plus de virus qu'avec seulement une solution avec de l'alcool. Donc laver les mains est mieux. Mais quand ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'eau, le gel désinfectant, surtout avec l'alcool, il y a quelques autres produits qui sont efficaces, mais ça c'est en cas quand vous n'y avez pas de l'eau pour laver les mains. Et la dernière, cinquième conseil, c'est donc en relation avec la propagation du virus via des aérosols en provenant de votre bouche, de votre expiration, de votre toux,
ou quand vous éternuez, et ça peut aller assez loin, c'est de donc porter des masques quand vous sortez, surtout dans des endroits où il y a beaucoup d'autres gens. Il faut être clair, le masque ne va pas protéger celui qui le porte. Parce que les particules, les virus peuvent entrer via tous les côtés dans ce masque. Mais ça va protéger les autres gens. Donc quand vous toussez, quand vous éternuez, la plupart des particules des virus sera dans le masque et pas librement dans l'air. Et donc si tout le monde le porte, alors il y a moins de risque d'attraper le virus parce que le virus sera à l'intérieur des masques que des gens qui le portent, s'ils en ont. Et donc, une masque simple, ça ne doit pas être médical parce que c'est les médecins qui ont besoin des masques médicaux et pas les gens. Donc, des masques en coton, éventuellement avec un filtre, ce que tu trouves dans les papiers pour faire le café, là-dedans, ça protège très bien les autres. Il faut seulement laver une fois par jour cette masque en coton à plus que 60 degrés pendant minimum 20 à 30 minutes. Voilà. Ça, c'est mes conseils que je vous donne. Avec ceci, se terminent mes quelques mots de notre jardin à Rijkevorsel. Vous voyez ma femme qui est à côté de moi et qui m'aime beaucoup, et moi je l'aime aussi. C'est Emily Kouabi Mbambi, qui vient du sud du Congo, du Bas-Congo, et qui est avec moi depuis 17 ans, en plein amour. Mais donc je transmets notre amour au peuple congolais et aux gens qui ont organisé cette session. Et je souhaite le mieux pour toute la population d'Afrique et pour le Congo. Papa Walesa, Papa Para Walesa. Et protégeons-nous pour survivre cette pandémie. Bye. Merci beaucoup Roland. Vraiment, nous sommes très réconfortés de votre intervention dans le cadre de cette émission. Nous sommes vraiment réconfortés de tous les conseils. Je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Et avant que nous puissions clôturer cette émission avec les invités, nous voulons suivre quels sont les conseils Papa Walesa lui-même qui a été à la montagne pour pouvoir prier. Dans quelques minutes, il nous donne aussi certains conseils si on peut les suivre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun a son travail. Les docteurs font leur travail. Là, c'est dans le niveau charnel. Si vous m'avez vu en étant à la montagne nuit et jour portant les sacs, je sais très bien que la maladie débute au niveau spirituel et par après ça atteint le niveau charnel. Esprit, Dieu est esprit, il faut l'adorer aussi en esprit et en vérité. Na kendeki na niveau esprit, na sambele pas en zambi, ou à niveau spirituel, yenda zana capacité à côté de maladie. J'étais parti attaquer la maladie chez Dieu parce que comme Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. J'étais parti prier Dieu afin que lui puisse faire grâce pour stopper cette maladie. Et puis Satan peut avoir un esprit. Et le diable aussi est spirituel. Et puis maladie en peut avoir un esprit. Et la maladie en question est aussi spirituelle. Na niveau spirituel, ce qu'on zamba lobi maladie et sili pour n'angai na niveau spirituel nasi na longi. Spirituellement, Dieu a déjà dit que la maladie est finie et moi je crois que spirituellement j'ai déjà vaincu. Yangonde na kiti na longoli basaka omoni na fandi boye sili déjà lokole salemi ndengwana na niveau charnel peso telim. C'est comme cela, je suis assis, j'ai déjà enlevé les sacs, je suis assis, je sais très bien que c'est déjà fini et comme c'est fini spirituellement, dans le niveau charnel aussi ça va finir. Mais na kokota na makambo charnel etende na zoyebisa bana nzambe na niveau charnel ndenge tozali wana na kati ya nzoto il faut to garder ba hygiène na biso to sokolaka maboko to lataka ba masque na biso wana ezali na niveau charnel spirituellement ngala sina longi nanga. Je ne vais pas plus parler de ce qui concerne les choses charnelles, mais je parle juste au peuple de Dieu. Comme la maladie est déjà finie au niveau spirituel, alors nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter le principe de l'hygiène parce que moi je sais très bien que spirituellement on a déjà vaincu. Merci, nous venons de suivre là les derniers mots du docteur Roland et aussi quelques conseils spirituels du pasteur Claude Kabundu Alessa
qui déclare, professeur, que coronavirus est fini. Sa puissance a été ôtée. Donc sa puissance a été dépouillée spirituellement. Maintenant, nous devons attendre pour voir la matérialisation de ces événements. Mais dans l'attente de cette matérialisation, il nous a conseillé que nous devons continuer à avoir les mains lavées, porter les masques. Je ne sais pas quelles sont vos impressions là-dessus. Et comme mot de la fin aussi. Oui, je suis parfaitement d'accord avec les révérends pasteurs Walesa. Nous devons continuer à respecter les gestes barrières. En tant que chrétiens, en sus des gestes barrières, nous devons rester dans la consécration. Nous devons nous consacrer dans la prière. Parce que c'est à de pareils moments que le diable peut faire des attaques. Donc certains étaient peut-être habitués seulement à prier lorsque les églises ouvraient les portes. Mais pour le moment que les églises n'ouvrent pas leurs portes, il faut faire attention parce que le diable peut surprendre certains. Donc le conseil que je donne, en dehors du fait qu'il faut respecter les gestes barrières, il faut se mettre aussi en prière, rester dans la consécration. Madame la professeure. Oui, le collègue professeur a insisté sur le côté spirituel, comme l'évêque Walesa vient de le dire. Mais moi, je mettrai l'accent sur le côté physique. En disant, avec ce Covid, il faut absolument que nous puissions physiquement préparer notre avenir. C'est-à-dire qu'on puisse prévoir que l'identité des gens qui sont répertoriés comme des experts, il faut les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils progressent dans leurs recherches et qu'ils puissent soutenir le pays dans les moments difficiles. Donc on ne peut pas oublier ce côté physique où on doit réfléchir, organiser et prévoir aussi pour que les chercheurs qui travaillent dans les domaines où ils peuvent faire avancer le pays soient en mesure de le faire dans les meilleures conditions. Merci, je considère cela comme votre mot de la fin. Je dis merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Je dis vraiment merci pour votre fidélité. Merci vraiment à vous, monsieur le professeur. Je dis merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je dis également merci au docteur Roland en Belgique et merci à son épouse Madame Émilie Wabi Roland. Vraiment, elle a tout fait pour que cette émission se réalise. Je dis merci. Et derrière les caméras, j'ai été aidé par nos jeunes frères. Il y a Capella qui est là. Il y a aussi ingénieur Papi. Et à la technique, nous étions aidés par notre frère Étienne. Il est aussi technicien, vraiment que Dieu le bénisse. Et moi, c'est votre bien-aimé, Valérie Okoka Batunanga, communément appelé Papa Para Walesa. Je dis vraiment merci à vous tous qui nous avez suivis et je vous souhaite une bonne continuité des émissions sur la chaîne Show TV et